Et bienvenue à tous dans une semaine dans le monde. Retour sur les 4 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Richard Verly, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Bonsoir. Également co-auteur du livre Le bal des illusions. Bonsoir Richard. Également avec nous ce soir Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction de The Conversation France. Bonsoir Fabrice. Et Nicolas Vado, dessinateur pour les journaux belges Le Vif et l'Écho, également membre de Cartooning for Peace. Et pensez ce soir, Nicolas, pour une dessinatrice qui fait partie de votre réseau. Oui, elle s'appelle Athéna Farghadani. Elle a été emprisonnée en Iran il n'y a pas longtemps. Ça fait 10 ans que l'Iran lui fait des misères. Elle est attaquée pour propagande contre l'État, insulte au sacré, parce qu'elle a tenté d'afficher une caricature sur un mur à côté du palais présidentiel. Son avocat dit qu'elle a été maltraitée, donc elle est emprisonnée. Et donc Cartooning for Peace et d'autres associations demandent sa libération immédiate. Et pensez donc, forte pensée pour elle donc ce soir. Merci à tous les 4 d'être là ce soir pour revenir sur l'actualité de cette semaine. Au sommaire, donc ce soir, l'aide américaine à l'Ukraine enfin débloquée par le Congrès américain. Soulagement du côté de Kiev, d'autant que les Américains vont livrer des missiles de longue portée. On y reviendra. Actualité encore chargée cette semaine au Proche-Orient. La démission du chef du renseignement israélien, tout d'abord, qui relance le débat sur les responsabilités du 7 octobre. Benjamin Netanyahou, lui, est encore contesté dans la rue après la diffusion par le Hamas d'une vidéo d'un otage. Il prépare, quant à lui, toujours son offensive sur Rafah. En France, allocution du président Macron à la Sorbonne, sorte d'acte 2 de son grand discours sur l'Europe de 2017. Ces orientations sont-elles à même de mobiliser à l'approche des Européennes? On en parlera. Et puis, ce rapport choc de Human Rights Watch sur des exactions contre des civils au Burkina Faso, plus de 200 personnes tuées fin février dans le nord du pays, dans plusieurs villages. Nouveau massacre imputé à l'armée burkinabé qui ne parvient décidément pas à contenir l'insurrection djihadiste. On va donc revenir tout d'abord ce soir sur l'aide américaine à l'Ukraine, enfin accordée après 6 mois de blocage au Congrès. L'enveloppe de 61 milliards de dollars a été approuvée par la Chambre des représentants, puis par le Sénat américain. Joe Biden a donc signé le texte de loi, c'était mercredi. Le secrétaire général de l'OTAN s'en est félicité, appelant hier depuis Berlin les alliés de l'Ukraine à tenir leurs engagements et rapidement. On va l'écouter. Ces retards ont des conséquences. L'Ukraine a été dépassée, ce qui a permis à la Russie d'avancer sur la ligne de front. L'Ukraine a manqué de défense aérienne, ce qui a permis à davantage de missiles et de drones russes d'atteindre leurs cibles. Enfin, l'Ukraine a manqué de capacité pour frapper avec précision en profondeur, ce qui a permis à la Russie de concentrer davantage de forces. Mais il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte, car un soutien supplémentaire est en route. Richard, des missiles de type attaque MS, donc de longue portée, sont inclus aux livraisons à venir des États-Unis, avec donc une précision de quelques dizaines de mètres, capable d'atteindre des cibles situées à 300 km. C'est un nouveau cap qui est franchi. D'abord, c'était une urgence, parce qu'à travers ce que vient de dire le secrétaire général de l'OTAN, c'est que l'Ukraine a terriblement besoin de ces équipements aujourd'hui, effectivement pour frapper en profondeur, c'est-à-dire pour empêcher la Russie d'acheminer vers le front les moyens qui lui permettraient de pousser davantage. Ce qu'on dit peu, c'est que le front, en ce moment, il est quasiment tous les jours en train de bouger en faveur des Russes. La poussée russe, elle est là. Volodymyr Zelensky le dit tous les jours. Absolument. Et donc, bien évidemment, les Ukrainiens ont besoin de ralentir cette poussée. Ils le ralentissent par des frappes à l'arrière et c'est ce que vont permettre ces missiles. Mais au-delà de ça, se pose la question de la protection de Kharkiv avec la défense antiaérienne. Bref, tout le monde sait, tout le monde dit que le mois de mai et juin seront des mois très durs pour l'Ukraine, parce que c'est seulement sans doute pendant l'été que commenceront d'arriver les nouveaux équipements. On attend aussi les fameux F-16 donnés par le Danemark et les Pays-Bas. Bref, il y a une urgence et c'est pas étonnant que l'OTAN s'en inquiète. Des missiles, Fabrice, qui peuvent atteindre le fameux pont stratégique de Kerch, mais aussi la péninsule occupée de la Crimée. Cette aide n'arrive-t-elle pas néanmoins trop tard ?
trop tard, je ne sais pas, mais en tout cas, elle était absolument nécessaire. Donc, elle arrive avant les échéances aussi de cette campagne américaine. On se disait qu'il fallait vraiment que ça se précipite. C'est probablement d'ailleurs la dernière aide, peut-être. Oui, je pense qu'il n'y aura pas si d'autre victoire de aide Donald Trump. Voilà. Avant les élections. De façon assez anecdotique mais intéressante, Mike Johnson, qui est le président de la Chambre des représentants, qui bloquait cette aide, finalement, a déclaré à la presse américaine qu'il avait dû choisir entre sa carrière et son sens de la justice et de la loyauté, qu'il avait prié pour finalement décider de débloquer l'aide. Ce qui est intéressant, c'est que l'aide a été votée à une large majorité. Donc en fait, c'était une petite minorité de républicains pro-Trump qui bloquaient cette aide. Donc là, sur le terrain, ça va faire une différence. Il y aura encore quelques semaines avant que cette aide n'arrive. On a vu qu'il y a déjà 1 milliard a été débloqué tout de suite pour des munitions. On sait par exemple que sur le front, quand il y avait une dizaine d'obus ou de missiles tirés par les Russes, il y avait un obus ou 2 obus ukrainiens pour y répondre. Donc ce qui est clair, c'est que c'était une nécessité. Richard vient de le dire, c'est la période du printemps et de l'été. L'Ukraine était depuis quelques mois en position difficile. L'offensive ou la contre-offensive a raté, ça n'a pas marché. Et quand on a vu le président Zelensky notamment faire des comparaisons avec l'aide qui était envoyée de l'autre côté en Israël et rien qui n'arrivait pour l'Ukraine, on voyait bien qu'il y avait un sentiment d'urgence et avec cette perception depuis quelques semaines que l'Ukraine pourrait perdre la guerre. Et le chef du renseignement ukrainien a d'ailleurs prévenu, il y a quelques jours, ça va être très difficile, dit-il, dès la mi-mai ou début juin au maximum. Ziad, est-ce que on sait que cette aide va en plus mettre plusieurs semaines à être effective sur le terrain? Oui, après, on peut faire ça peut quand même faire la différence. La machine américaine, ce qu'on appelait à l'époque le complexe militaro-industriel, et les dollars, ça va quand même bien, ça va vite se mettre en place. Alors peut-être pas demain matin, mais je pense que les armes principales sont déjà pré-pactées. Je pense qu'on savait aux États-Unis qu'à un moment ou un autre, le Congrès allait finir par signer en bas de la feuille, et donc toute la logistique est déjà, à mon avis, je ne suis pas dans le secret du Pentagone, mais je pense que tout ça a été largement préparé. Et puis je pense aussi que ce qui est très important, c'est le message, parce qu'il y a eu aussi la sensation que peut-être les Américains allaient lâcher la barre, peut-être que les Européens allaient se fatiguer, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et depuis quelques semaines, on a un message inverse qui est de dire on ne se fatigue pas, on doit faire la guerre. Les Américains, le discours de Macron, c'est un peu aussi à la Sorbonne dans cette perspective de la guerre. Donc on envoie un message aux Ukrainiens, tenez bon, la cavalerie arrive, si vous me permettez l'expression. Mais tout ça, en fait, ça va remettre juste l'équilibre stratégique. C'est-à-dire les Russes se rendent compte que la victoire sera peut-être pas aussi simple et qu'on est redevenu à une position zéro. Donc on revient à la discussion qui est de comment on sort de cette situation de guerre continue. Parce que, et pour que les Ukrainiens soient aussi en meilleure position en cas de négociation. Oui, alors pour avoir les meilleures positions sur le terrain. Et puis, il y a par contre, ce qu'on lit dans la presse américaine qui est assez informée, il y a une fatigue en Ukraine. Il y a une espèce d'affaissement de la jeunesse, les mobilisations, les gens qui essaient d'échapper à la mobilisation, les problèmes de corruption pour des laissez-passer. Enfin, donc, il y a un problème interne. Ils n'ont pas des capacités humaines comme la Russie. Et donc, on ne sait pas jusqu'à quand une situation de guerre totale peut être soutenue, malgré l'aide américaine, malgré l'aide de tout le monde, peut être soutenue par un pays comme l'Ukraine. Et Joe Biden a aussi assuré, on l'a vu, le service après-vente auprès des Américains, insistant sur le fait que les livraisons militaires constituaient, je cite, une stimulation de la production américaine. Cette aide, elle n'est pas bien comprise auprès du public ? Alors, ce n'est pas si sûr parce que, encore une fois, l'opinion publique américaine, elle est plutôt mobilisée derrière l'Ukraine. Elle comprend la cause de l'Ukraine. La Russie n'est pas populaire aux États-Unis. Donc, je crois que Biden joue un joli coup politique. Il vient de remporter quand même une belle épreuve politique. Il a réussi, en vieux routier du Parlement américain qu'il est, il a su patienter.
Il a su trouver en Mike Johnson ce speaker qui n'était peut-être pas si trumpiste que ça, ou en tout cas qui a décidé de ne pas sacrifier sa carrière à Donald Trump. Et Donald Trump lui-même, par ailleurs, commençait à se rendre compte que devenir l'élément de blocage, d'ailleurs l'homme qui empêchait d'aider l'Ukraine, ça pourrait lui coûter cher. Donc la dynamique politique, elle est finalement assez favorable à Biden, assez favorable à l'Ukraine. Donc voilà, attendons de voir maintenant. Par contre, s'il n'y avait pas de succès sur le terrain, c'est-à-dire si cette aide militaire ne devait pas se traduire par un regain d'activité favorable pour l'armée ukrainienne, alors la question se poserait effectivement de la fin d'un soutien américain et d'un dénouement qui ne serait peut-être pas favorable à Kiev. Fabrice ? Oui, il y a même une petite musique qui commence à monter du côté démocrate, qui est ce scénario, alors pour l'instant difficile, mais d'une possible négociation, d'arriver à une négociation avant les élections, ce qui évidemment pour Biden serait un élément capital par rapport au scrutin. Et donc, il y a quelques démocrates qui commencent à élever de la voix sur le thème. Regardez, on peut y arriver, on redonne les moyens à l'Ukraine de faire face à la Russie et peut-être que quelque chose peut se passer à l'été. Mais le problème, c'est qu'il faut des Russes en face. Et c'est ça la discussion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait en Russie un camp de la négociation, et on ne le sent pas, enfin après c'est opaque, hein, mais on ne sent pas que dans le discours public et semi-public, au contraire, je pense qu'il y a une tentative d'aller le plus loin possible. Et puis, ils ont beaucoup à perdre en tant que régime, en tant que Vladimir Poutine, d'une négociation qui acterait en fait leur non-victoire. Donc la seule chose, c'est sur le terrain. C'est le seul terrain qui peut amener ou pas à cette négociation. L'échauffement diplomatique, si je peux employer ce terme, il est prévu, puisque le 15 et 16 juin, il y a cette conférence en Suisse, dans la foulée du sommet du G7 en Italie. Donc faites le calcul, mai, mi-juin, peut-être est-on à l'aube de quelque chose. Nicolas, le regard des dessinateurs de presse sur ce premier thème ? Je vais vous montrer 4 dessins. Je vais commencer par un dessin de Job Bertram, ce qu'on voit souvent dans cette émission, qui est un dessin paru aux Pays-Bas, où on voit l'aide des 60 milliards qui arrive en pleine poire de Vladimir Poutine. Ce que j'adore, c'est le regard de Poutine qui semble fixer les yeux de la mouche, comme si ça lui tombait dessus, avec le Z sur la cravate. Il y a toujours des petits détails qui tuent, si j'ose dire, dans les dessins de Job Bertram. C'est un dessin que je trouve très beau, très visuel, très parlant. Ensuite, un dessin de Dubrovski, qui est un dessinateur ukrainien, qui est un dessin très intéressant aussi parce que vous avez un effet miroir entre le missile russe et le brancard qui a une forme de billet de $100 qui... C'est un dessin qui se passe de commentaires et qui est très beau, je trouve. Et regardez la tête du brancardier au-dessus, qui est quand même pas rassuré. Et puis 2 dessins par rapport à ce qui pourrait se passer après. Un dessin de Pierre Kroll en Belgique, on va le voir. Enfin, voilà, je lui ferai rembourser tout parce qu'évidemment, se pose la question après de ce qui va se passer si jamais Donald Trump était retourné à la Maison-Blanche. Et dans le même ordre d'idée, un dessin du français Rodot, qu'on va voir, qui est aussi... La livraison est gratuite. Par contre, il faut le signer de bon de garantie de victoire. Or, le bon de garantie de victoire, il n'est pas du tout acquis. Merci beaucoup Nicolas. Autre actualité très chargée cette semaine, cette fois au Proche-Orient. Le chef du renseignement militaire israélien a tout d'abord présenté sa démission en début de semaine, assumant sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque du 7 octobre. Démission dans un contexte où Benyamin Netanyahou prépare son entrée dans Rafah. Il le répète chaque jour. Sur le terrain, la situation continue d'ailleurs de se dégrader dans la bande de Gaza, ce qui donne lieu à de multiples manifestations un peu partout dans le monde, et notamment sur des campus étudiants aux États-Unis, mais aussi ici en France, à Sciences Po Paris. Avant de revenir sur cette mobilisation étudiante, on va peut-être évoquer cette démission en début de semaine du chef du renseignement israélien qui demande par la même occasion la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante comme un pied de nez, Ziad, à Benyamin Netanyahou. Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a la question du 7 octobre qui, un jour ou l'autre, va remonter dans l'actualité politique et judiciaire d'Israël. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, où est la faille, pourquoi ça a été un tel désastre militaire et de renseignement. Donc ce monsieur prend probablement ses responsabilités, mais il les prend en envoyant un message très direct à Netanyahou en disant « c'est toi le premier des responsables et toi aussi tu dois parler et tu dois expliquer ». Tous ceux qui connaissent bien la situation politique israélienne savent qu'à un moment ou à un autre, cette société se posera la question de ce qui s'est réellement passé sur le plan, encore une fois, du renseignement militaire, de la chaîne de commandement, de pourquoi il y a eu un désastre comme le 7 octobre. Donc ça sera fatal. Et pourquoi aussi l'essentiel de l'armée était en Cisjordanie. Quand ça va sortir sur la table,
c'est clair que les gens qui étaient aux responsabilités à ce moment-là sont en danger. Benjamin Netanyahou, évidemment, ne veut pas de cette commission. Il sera sans doute mis en cause dans le cadre de cette enquête. Oui, on se souvient qu'au tout début, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, il y avait ces premières affirmations que c'est Netanyahou lui-même qui avait demandé aux forces de sécurité d'être plutôt en Cisjordanie et qu'il ne croyait pas à un soulèvement de Gaza ou à quelque attentat que ce soit à Gaza. Et donc, on sait que Netanyahou, il est en première ligne. Il y a de plus en plus d'observateurs qui affirment tout simplement que Netanyahou aussi, il est dans la guerre parce que c'est la guerre qui lui donne une survie politique et c'est une réalité. Aujourd'hui, honnêtement, on se trouve dans une espèce d'impasse guerrière à Gaza dont on a du mal à comprendre les enjeux. Alors, les Israéliens disent on continue parce qu'on veut anéantir le Hamas. On sait très bien que ça n'arrivera pas. On a la question des otages qui est en train de vraiment de remonter avec à la fois cette vidéo, mais la pression de la rue. On va y revenir. Voilà, la pression de la rue. Et on a une situation à Gaza qui est absolument catastrophique. Il y a eu un témoignage récemment d'un soldat franco-israélien qui disait on ne voit plus rien à Gaza, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus une seule fenêtre qui existe. Voilà, tout est tombé. Donc on est dans cette espèce d'impasse guerrière. La seule réalité du moment, c'est que Netanyahou, une fois si on passe à autre chose, il va avoir quelques comptes à rendre et ça va être compliqué pour lui politiquement. Ça, on le sait. Vous l'évoquiez à l'instant, cette semaine, on a vu cette vidéo d'un otage diffusé donc, par le Hamas qui a beaucoup remué la société israélienne. Cet otage qui se présente donc comme Hersh Goldberg Pauline accuse Benjamin Netanyahou d'avoir, je cite, abandonné les otages. Ce message a été sans aucun doute enregistré sous la contrainte, mais reflète quand même l'opinion d'une bonne partie de la société israélienne. Bien sûr, mais on l'oublie, enfin on ne l'oublie pas, mais on ne le dit pas assez, mais il y a encore régulièrement des très grandes manifestations à Tel Aviv pour exiger la démission de Benjamin Netanyahou, pour exiger la vérité sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce chef du renseignement qui vient de démissionner, la question maintenant c'est est-ce qu'il va parler ? Donc démissionner c'est une chose, mais que va-t-il dire ? Est-ce qu'il va lâcher des informations qui seraient éventuellement très défavorables au gouvernement de Netanyahou et au cabinet, enfin, à la coalition qui était en place au moment du 7 octobre ? Et sur l'affaire des otages, la réalité est effectivement celle-ci. Aujourd'hui, le gouvernement israélien a décidé, plus ou moins quand même, de sacrifier les otages à la logique militaire justifiée par la nécessité de l'élimination totale du Hamas. Donc les familles sont absolument furieuses parce que la médiation pour l'instant du Qatar, elle a disparu, on ne la voit plus. Il y a eu les événements avec l'Iran entre-temps. Donc oui, c'est une logique guerrière. Netanyahou n'en a pas d'autre, il n'en a pas en rechange. Le problème, c'est que sur un tel brasier, on peut toujours trouver une raison de poursuivre l'incendie. Et lui, pendant ce temps, prépare toujours son offensive sur Rafah. Il le répète tous les jours. Là encore, il y a des officiels israéliens qui disent que les négociations là, qui vont s'entamer, notamment sous la médiation de l'Égypte, sont un peu les négos de la dernière chance avant Rafah. C'est mystérieux parce que... D'abord, on annonce cette offensive depuis des jours et des jours et des jours. Donc, c'est pas très militaire comme approche. C'est-à-dire, on ne dit pas plusieurs jours à l'avance, voilà ce qu'on va faire. Donc, je pense qu'il y a quand même une discussion triangulaire entre probablement une partie de l'armée ou de l'establishment militaire qui doit avoir un certain nombre de points à poser. Il y a clairement une ambition politique d'aller mener la guerre, comme l'a dit Netanyahou, jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a les Américains qui sont emberlificotés, littéralement, le mot est un peu faible dans cette histoire, dans leur soutien, mais en même temps l'opinion publique internationale, et en même temps leurs étudiants, et en même temps les élections, et en même temps des images qui sont absolument dévastatrices parce que les charniers, parce que les bombes qui tombent sur des maisons, tout ça, ça ébranle réellement l'opinion, si elle existe, l'opinion internationale. Donc on sent qu'on est dans ce moment extrêmement complexe. Est-ce qu'on va jusqu'au bout ? Est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout, etc. Et puis Rafah, c'est pas si simple. Encore une fois, alors on peut faire ce qu'on a fait dans toute la bande de Gaza, c'est on peut la raser d'abord et puis aller voir ce qui se passe. Mais il y a plus d'1 million ou 2 millions de Palestiniens qui sont dans cet endroit-là. Donc on ne peut pas les exfiltrer. Les Égyptiens n'accepteront pas d'ouvrir les portes, sauf à s'humilier historiquement pour la nuit des temps. Donc voilà, donc il y a un problème. Et comme toute autre option n'est pas sur la table, c'est-à-dire une discussion, un début de sortie, les otages, un deal, ça. Et puis il y a la carte Hamas aussi, parce que on en parle moins, mais les gens du Hamas sentent aussi que l'opinion probablement globale est en train de bouger.
Et donc, ils font monter ils jouent leur dernière carte pour essayer d'obtenir le maximum d'Israël. Et ils ont sorti des textes dans les 3-4 derniers jours, en disant voilà ce que nous on propose. Bon, évidemment, c'est inacceptable pour les Israéliens, mais le gouffre est tel encore qu'on se dit mais qu'est-ce qui va arriver ? La fameuse jetée, les convois humanitaires, tout ça est pathétique. Quand les gens voient les images à la télé, tout ça est pathétique. On va revenir à présent dans ce contexte de guerre à Gaza, sur ces troubles et cette mobilisation pro-palestinienne sur les campus américains, mais pas que, également ici à Sciences Po Paris. En tout cas, aux États-Unis, 93 personnes ont été interpellées cette semaine sur le campus de USC. À Columbia University, les cours sont momentanément suspendus ou en visioconférence désormais pour officiellement des raisons de sécurité. Les manifestations se multiplient sur d'autres campus à travers le territoire et donc, je vous le disais, mobilisation également ici à Sciences Po Paris. On va tout de suite écouter un étudiant américain de l'université George Washington et 2 étudiants de Sciences Po. Je préfère aujourd'hui être présent pour vérifier devant qu'au chaud dans une bibliothèque. Je pense qu'il y a des priorités politiques et que c'est important de montrer notre soutien. C'est ancré dans ce qu'on étudie, dans ce qu'on pratique et ce qu'on essaie de faire en fait, c'est-à-dire comprendre le monde, agir dessus. Il faut bien comprendre qu'il y a un génocide en cours, une épuration ethnique. Certes, il y a eu une attaque le 7 octobre, mais elle ne sortait pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte d'impérialisme brutal qui dure depuis des décennies. Mais en réponse à cela, Israël a réagi de manière disproportionnée. Bien sûr, il n'y a aucun antisémitisme ici. Nous aimons le peuple juif. Le problème n'est pas le peuple juif, c'est Netanyahou et son gouvernement sioniste. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur que ça prend aux États-Unis ? Relativement surpris parce que c'est vrai que on a l'habitude quand même d'avoir des positions américaines assez alignées sur Israël, etc. Et alors, il y a évidemment des prises de position sur les campus, mais le fait que ça se propage comme ça a commencé à Columbia, puis à Harvard, puis l'université de Pennsylvanie, puis c'est allé au Texas. Alors Austin, au Texas, c'est quand même très progressiste. Quand on se balade au Texas, comme à Austin, voilà, on se sent un peu à l'aise quand même à Austin, alors que c'est un peu plus compliqué ailleurs. C'est en Californie. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une crainte aussi, parce qu'il y a une espèce de spectre de ce qui s'est passé en 68. C'est-à-dire qu'il y a une concomitance à la fois de temps, de lieu. En 1968, pendant la guerre du Vietnam, ce sont les étudiants qui sont allés à la convention démocrate à Chicago et qui ont mis le chaos dans cette convention démocrate. Et cette année, la Convention démocrate, elle est à Chicago. Et donc, il y a clairement une appréhension de la part de Joe Biden. On le voit, Joe Biden, à chaque fois qu'il est interrogé sur la question, il est très gêné. Il répond en une phrase et demie, et puis il s'en va. Il ne sait pas quoi dire, quoi faire. Il appelle à la liberté d'expression. Les présidents d'université non plus, d'ailleurs, entre évacuation ou tolérance. On a aussi ce débat qui est différent de l'Europe sur la liberté d'expression. La liberté d'expression aux États-Unis, elle peut aller très très loin. Sauf que si on appelle au génocide ou à tuer la population juive, évidemment, il y a des limites. Et on a vu que même les présidents d'université ne savaient pas comment se positionner. Et là, c'est un problème politique clair pour les démocrates. Et ils sont en train de se faire déborder. Et on voit quelque chose qui est en train de monter. Et comme je le dis, c'est une année électorale. Si on voit arriver des dizaines de milliers d'étudiants à la Convention démocrate de Chicago, ça risque de poser des problèmes à Biden. Richard, c'est effectivement une sorte de piège politique pour Joe Biden dans le contexte que l'on sait de course à la présidentielle. Bon, c'est difficile, ça va être compliqué pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Pour ce qui concerne la France, moi j'y suis passé cet après-midi à Sciences Po. Moi, ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, cette protestation, elle est bien tenue. On ne sait pas d'ailleurs trop qui la tient, mais elle est bien organisée. Elle n'est pas haineuse. Il y a des paroles extrêmement dures contre le gouvernement israélien, qu'on peut comparer à ce qu'on a entendu chez cette étudiante américaine, accuser le gouvernement israélien de génocide, etc. Mais il y avait, au moment où j'étais là par hasard, il y avait un représentant du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui est venu parler avec les étudiants, et ça s'est bien passé. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que pour l'instant, l'affaire est maîtrisée en France. On n'est pas dans une phase, je dirais, insurrectionnelle. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure. Ziad, un dernier mot sur ce thème. Ce qui est historiquement et politiquement parlant, c'est que la cause palestinienne n'a jamais été une cause aux États-Unis. C'est-à-dire, il y a un problème au Moyen-Orient, les étudiants se mobilisaient sur toutes sortes de choses, mais pas sur la question palestinienne. Et là, il y a quand même cette translation, c'est-à-dire que
la cause palestinienne est devenue une cause étudiante sur des questions de décolonialisme, sur des questions d'impérialisme, etc. Donc on est vraiment dans un registre de changement d'époque et de changement du monde porté par des étudiants qui ont adopté cette lutte palestinienne alors qu'elle est totalement étrangère à leur culture politique. Ça fait 70 ans que ça dure, jamais spécialement manifesté pour les Palestiniens aux États-Unis. Donc, et c'est quelque chose qui réverbère un peu partout, c'est-à-dire que ces Palestiniens deviennent, malgré eux et dans leur souffrance, les porte-parole de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui reste du colonialisme, de l'impérialisme. Le kéfi est redevenu, alors c'est des images que certains d'entre nous se rappellent, le kéfi révolutionnaire est redevenu. Moi, ça me fait penser un peu, on en parlait un tout petit peu avant, ça me fait penser à l'Afrique du Sud aussi, c'est-à-dire que comment l'Afrique du Sud était rentrée dans les campus américains, l'apartheid, Mandela, il y a quelque chose qui ressemble à ça et qui doit beaucoup gêner aussi en Israël, parce que si l'opinion publique américaine venait à être modifiée, si le rapport de force venait à être modifié, c'est très ennuyeux aussi pour les durs israéliens qui veulent mener leur plan de réalisation du Grand Israël. Évidemment. Nicolas, quel dessin sur cette actualité au Proche-Orient et donc sur les campus également? Je vais vous montrer 3 dessins qui sont tous les 3 muets, parce que, comme vous savez, c'est extrêmement casse-gueule de faire des dessins sur le conflit au Proche-Orient. Je vais commencer par un dessin de Arendt Van Damme. Vous savez, les dessinateurs de presse, ça prend des expressions au pied de la lettre. Être pris en tenaille, voilà ce qui se passe. C'est les populations gazaouis qui sont prises en tenaille à la fois par l'armée israélienne, mais aussi par le Hamas. C'est très difficile toujours de ne pas voir les bons et les méchants d'un côté et essayer de tout mettre dans un dessin, ce qui est très bien fait ici par Arendt Van Damme. Même chose pour Mana Neyestani, qui est un dessinateur iranien, on va voir le dessin d'après. Alors c'est un dessin un peu naïf, mais qui est intéressant et qui rebondit sur ce qui a été dit tout à l'heure aussi. Il ne faut pas croire que toute la population israélienne est derrière Netanyahou, c'est un euphémisme. Une bonne partie de la population israélienne est contre Netanyahou. Moi j'ai des amis en Israël qui sont totalement anti-Netanyahou. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, les gens manifestaient dans la rue, il y a un an et quelques, manifestaient contre Netanyahou. C'est un dessin qui est un peu naïf, qui montre que, au-delà des discours haineux des dirigeants palestiniens ou israéliens, il y a un peu d'amour. Et vous remarquez l'effet miroir qu'il y a, parce que le gars à gauche a la même tête que le gars à droite. Et dernier dessin de Amen Allah Bara, dessinateur d'Arabie Saoudite, qui est très beau, qui est un dessin très simple, mais qui montre l'impasse des réfugiés à Rafah. C'est un dessin qui est très puissant parce qu'il ne montre rien. Moins un dessin montre de choses, plus il est efficace. Et ce dessin ne montre pas de sang ni rien, mais il est diablement efficace. Merci beaucoup Nicolas pour ces dessins effectivement très parlants. Autre thème ce soir, on le disait, le grand discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, 7 ans après son premier discours fleuve au même endroit, il y a 1 mois et demi aussi, ça vous a pas échappé, des européennes, alors que le contexte évidemment a changé en pleine guerre en Ukraine. Le président de la République s'est voulu alarmiste. On va l'écouter. Le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué. Parce que nous sommes dans un moment inédit de bouleversement du monde, d'accélération de grandes transformations. Et mon message d'aujourd'hui est simple. Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Fabrice, tout d'abord sur la forme, nouveau discours fleuve de près de 2 heures auquel il est coutumier, avec beaucoup d'emphase aussi. Ça aussi, c'est sa marque de fabrique. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur la forme? C'est un discours de campagne, on va le dire comme ça. C'est un discours à la fois de campagne européenne et puis c'est aussi un discours de campagne, j'allais dire, politique française. C'est-à-dire que le message, il est double. Il y a le fait que Emmanuel Macron, en 2017, s'était un peu lancé à travers cette... on savait qu'à l'époque, il voulait quelque part devenir le leader de l'Europe. Il envisageait déjà le départ d'Angela Merkel. L'Europe est passée par l'Ukraine, l'Europe est passée par le Covid, donc la France a joué un rôle. Donc il reprend cet argument-là et il refait de l'Europe un argument électoral avec deux objectifs. Le premier,
c'est tout simplement de ne pas être totalement ridicule lors des élections européennes, le scrutin du 9 juin, puisqu'on sait que son parti, les partis Renaissance et Renew, parti, hein. Voilà, c'est mal 10 parti. 10 à 15 points d'écart. Il pourrait se faire surtout doubler par les... Avec le Rassemblement national. Par le Parti socialiste, qui là serait quand même une débandade, voilà, on peut dire ça comme ça. Et puis surtout, si il y a cet échec important aux européennes, ben, ça présage mal un peu de ce qui va arriver après, puisqu'on sait qu'au niveau français, Emmanuel Macron est dans un pays qui est divisé, qui est fracturé, qui vient de passer par la réforme des retraites, qui est passé par les débats sur l'immigration. On imagine que s'il y a une claque électorale en Europe, eh bien, ça va aussi impacter le calendrier français. Et donc c'est pour ça qu'on l'a vu si combatif, si, j'allais dire, pas condescendant, mais en tout cas grandiloquent. Après 2 heures, il a fatigué beaucoup de monde. Donc peut-être qu'il aurait dû faire un peu plus court. Richard, une dramatisation des enjeux, c'est un bon pari pour mobiliser l'électorat ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça entraîne 2 conséquences, ce type de discours et cette posture. La première conséquence, c'est que ce que tout le monde a en tête, c'est « et maintenant on fait quoi et comment ?» C'est-à-dire, au fond, l'aspect faire a été complètement oublié du discours. Et donc, c'est une donnée quand même qui n'est pas négligeable quand vous savez que l'Europe, elle est à 27 et elle n'est pas seulement française. Mais il a quand même répété son projet d'Europe de la défense. Vous avez remarqué comme moi qu'il n'y avait pas de dirigeants européens présents à ce discours. Et effectivement, parce que le timing était mauvais avec cette session du Parlement européen. Scholz, mais quand même, la question se pose, c'est qu'en gros, Emmanuel Macron, combien de divisions ? Pour résumer. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un côté angoissant à ce type de discours. Parce qu'à force de répéter « l'Europe est mortelle », il faut absolument faire maintenant le sursaut qui va la conduire à rivaliser, à pouvoir redevenir l'égale des États-Unis ou de la Chine, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et donc le grand risque, et c'est toujours comme ça avec Emmanuel Macron, c'est d'abandonner tous ceux qui ont des doutes. Donc il y a une espèce d'avant-garde macroniste européenne. Et tous les autres, ils vont voter pour qui ? Et quand on regarde les sondages, on a quand même l'impression que pour l'instant, beaucoup de gens sont tentés de voter pour le Rassemblement national. Au-delà de la nécessité de cette Europe puissance qu'il a vantée, après l'Europe souveraine qu'il avait décrite il y a 7 ans, il y a aussi cette idée d'Europe prospère qu'il a aussi mise en valeur face notamment à la Chine. Il a aussi beaucoup parlé des enjeux économiques. Ça, pour le coup, ça parle aux Français. Moi, j'ai trouvé mes 2 amis un peu sévères quand même. Il y a quand même une permanence dans son discours. C'est-à-dire qu'il est un des rares chefs d'État européens, depuis qu'il est là, qui dit le système est foutu, le système est vieux, le système est fatigué, le système ne répond pas aux enjeux du siècle. Si vous voulez qu'on continue, il faut le changer. Alors peut-être, je suis d'accord, ça manque un peu de how, peut-être je suis d'accord, c'est très cynique et très politique, mais en même temps, il dit souveraineté, il dit rénovation, parce qu'on est basé sur un truc très ancien, le marché unique. Là, on parle de politique de la défense, on parle d'investissement commun. Ça fait 7 ans qu'il en parle. Et puis, sur le fond, il n'a pas complètement tort. Les Chinois n'ont aucune règle. Les Américains, s'ils peuvent prendre des parts de marché, que ce soit ici ou ailleurs, et puis s'ils font des plans d'investissement massifs qui seraient illégaux en Europe, par exemple, ou s'ils peuvent exporter des voitures électriques en Europe, ils le feront. Donc, tant qu'on n'est pas ensemble, c'est bizarre. Et la dernière chose, c'est que je ne vois pas l'alternative. Alors, c'est vrai qu'on est 27, mais c'est quoi l'alternative à ce projet ? C'est chacun chez soi, dans son petit pays, aller se battre contre les Chinois, aller se battre contre les Américains, aller se battre contre les Russes, tout seul, dans son petit coin. Non. L'alternative, c'est la situation qu'on a depuis déjà de nombreuses années, c'est l'immobilisme. Oui, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de temps en temps. Il y a une autre alternative, ce serait qu'Emmanuel Macron fasse le même discours, mais avec 15 ou 10 dirigeants européens à ses côtés, et qu'il passe le micro à l'un ou l'autre qui poursuivent les propos. Mais c'est quand même ça, 6 heures, alors. L'Europe, elle n'est pas française. Et de ce point de vue-là, il faut quand même Là, la difficulté, c'est que c'est moi tout seul devant. Mais c'est pas comme ça que ça se passe concrètement. Mais il y a toujours eu des leaders à un moment ou à un autre qui ont imprimé un élan. Après, au moins les Allemands ont dit ce n'est pas inintéressant. Il a été très prudent, mais c'est déjà mieux que rien du tout. Non, je trouve que franchement, je pense qu'il faut bien que quelqu'un prenne la parole. Après, que ça s'embourbe ou qu'il faut la réformer ou que 27 c'est pas possible ou que si, peut-être. Mais là, il y a au moins une prise de parole. Nicolas, les dessins. 3 dessins français. Un premier dessin très très drôle de Urbs. On voit souvent ces dessins dans cette émission, puisque selon Macron, l'Europe peut mourir.
Tu t'habilles comment pour les obsèques du 9 juin? Je trouve ça très très drôle. En plus, il dessine très vite. Je suis très jaloux parce qu'il arrive à faire des dessins en 3 minutes. J'ai jamais su comment il arrivait, mais c'est pas grave. Un dessin de Truand qui est très drôle aussi puisqu'il prend au pied de la lettre Macron tente de faire décoller la campagne, sauf que évidemment ce sont les affiches de campagne de Valérie Hayé qui se décollent. Et puis un dessin de CAC qui est non pas sur Macron mais sur l'opposition, la théorie du chaos, où on reconnaît Jean-Luc Mélenchon. Je trouve ça lui va très bien d'être en joker comme ça. Jean-Luc Mélenchon, il est encore plus vrai que nature. Allez, dernier thème ce soir d'une semaine dans le monde, c'est nouvelles exactions contre des civils au Burkina Faso. Au moins 223 civils, dont 56 enfants, exécutés le 25 février dernier dans 2 villages du nord du pays par l'armée burkinabé, selon Human Rights Watch. Des révélations plus de 2 mois donc après les faits et après la récolte de témoignages, notamment de 14 rescapés de ces tueries et puis d'organisations internationales et de la société civile, ainsi que par l'analyse de photos et de vidéos. On va tout de suite écouter Philippe Dame, directeur de plaidoyer à Human Rights Watch. On a collecté plus d'une quinzaine de témoignages de survivants et de témoins de ces exactions qui nous ont tous confirmé les mêmes messages, à savoir que plus d'une centaine de membres des forces spéciales de l'armée burkinabé ont fait irruption dans les villages et ont réuni et exécuté un grand nombre de civils. Donc on parle de plus de 200 civils et dont plus d'une cinquantaine d'enfants. Donc très clairement, on voit le caractère sommaire et délibéré de cette attaque. C'est effectivement l'une des pires exactions que l'armée burkinabé a pu commettre, mais ce n'est pas la première, effectivement, puisqu'on a vu une litanie de ce type de crime au Burkina Faso. Et il faut rajouter à ça, évidemment, le fait que les groupes islamistes armés eux-mêmes commettent des exactions massives contre les populations civiles. Donc ça atteint un niveau de gravité et de caractère systématique que nous considérons qu'il s'agit probablement d'un niveau de crime qui atteint les crimes de guerre. Ziad, des récits absolument glaçants d'exécutions indiscriminés de civils. Non, c'est une tragédie pour les populations parce qu'ils sont pris en fait en tenaille entre des militaires qui les assument à l'ennemi invisible qui occupe le nord et les djihadistes qui essayent de les infiltrer en permanence pour contrôler ce fameux nord. Et donc il y a des populations civiles au milieu qui sont prises et qui sont massacrées. Et c'est là qu'il y a une responsabilité de l'État burkinabé quand même, qui est dirigé par une junte. Donc on voit bien que ce process de la junte, qui est censé résoudre tous les problèmes et mener le pays de victoire en victoire, ça ne fonctionne pas beaucoup mieux, voire pire, que la situation précédente où il y avait quand même des pouvoirs civils qui étaient amenés à pouvoir négocier, à discuter, et où il y avait une armée qui était suffisamment sous contrôle, parce que là on sent quand même que les gars débarquent, ils tirent dans le tas et on fera le tri des djihadistes et des autres. Donc c'est assez concernant. Alors il faut quand même noter le boulot des associations du type Human Rights Watch, parce que c'est un vrai travail d'enquête sur le terrain. Alors officiellement, il y a des enquêtes qui sont lancées à chaque fois qu'il y a ce genre d'exaction, mais on peut dire que c'est l'impunité totale. Non, mais au moins on présent. sait, et peut-être que ça provoquera peut-être un jour des poursuites, et surtout ça montre à quel point cette théorie que des juntes militaires, je parle du Niger, je parle du Burkina, je parle du Mali, que des juntes militaires qui se maintiennent ad vitam aeternam au pouvoir et qui pensent régler le problème du Sahel par ces méthodes barbares, enfin, je veux dire, ça ne marchera pas. Les civils, effectivement, pris entre 2 feux, donc l'armée, les djihadistes. Oui, c'est l'engrenage du pire qui là, commence à s'accélérer, parce que de toute manière, ce type d'opération, si elle a bien été menée par les forces spéciales, et encore Human Rights Watch, c'est incontestable, bien évidemment, ce sera exploité par les djihadistes. Et ils auront là un argument de plus pour dire que les populations sont opprimées et sont visées par l'armée. Ça nous conduit quand même à des situations dont aujourd'hui on ne voit pas comment on s'en sort. On a appris d'ailleurs dans ce contexte que les médias britanniques et américains, BBC et Voice of America, avaient été suspendus pour 2 semaines au Burkina après avoir justement diffusé ces informations de Human Rights Watch. Là aussi, ça devient classique. Déjà saluer le fait qu'on en parle, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Voilà, exactement. Et j'ai lu le rapport du Human Rights Watch, mais de l'année 2023. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2023,
mais c'est quasiment tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements de population et des exécutions. Oui, et pour les exactions qu'on sait. Voilà, des exactions de tous les côtés. On l'a dit, des groupes islamistes, soit rattachés à Al-Qaïda, soit rattachés à l'État islamique, qui descendent sur les populations. Les militaires, plus les milices, formées par les militaires. Donc on est encore à des degrés de dérapage incontrôlés. Et on voit bien que... depuis l'arrivée de la junte au pouvoir en fin 2022, le départ des Français, etc., rien n'est résolu. Et là, on a l'impression d'être dans un drame absolu. Et dans ce contexte, Ziad, les voix critiques, disons, dans le pays sont tues, voire disparaissent aussi. Au contraire, c'est-à-dire qu'on va vers un durcissement. Au Burkina, c'était acté. Au Mali, c'est acté. Dissolution, interdiction de tous les partis politiques et des organismes associés. Il faut quand même savoir que c'est des sociétés très vivantes. C'est une société très politisée, il y a des organisations civiles, il y a des partis, il y a des syndicats. Donc il y a un débat qui existe. Il y a eu aussi l'effet ricochet des élections au Sénégal, où on a vu qu'un changement radical de régime pouvait intervenir par la voie des urnes, et que cette nouvelle équipe au Sénégal sera soumise au jugement des Sénégalais à un moment ou à un autre. Et est-ce qu'ils vont y arriver? Donc ça impacte la situation à Bamako, ça impacte la situation à Ouaga et à Niamey. Mais il y a aussi le fait, du désintérêt assez massif, on va dire l'Occident, parce que je fais un raccourci, pour cette guerre au Sahel. Les Français étaient en avant-garde, on les a mis dehors. Qui va aider ces pays? Qui va financer? Qui va former? Et pendant ce temps-là, encore une fois, c'est les populations civiles qui meurent et qui trinquent tous les jours. Nicolas, le mot de la fin avec un dernier dessin. J'ai un dessin de Damien Glay qui vit à Ouagadougou depuis 30 ans, je crois. C'est assez courageux de sa part et qui continue à faire des dessins tout à fait critiques envers le pouvoir. On voit ce dessin-là sur la liberté de la presse. Il faut que vivent les libertés d'expression et la presse d'un président à République apaisée. Vive le président. C'est assez graphiquement intéressant et ça montre ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux médias internationaux qui sont de plus en plus muselés là-bas par le pouvoir, ce qui n'est jamais bon signe, et c'est ce qui est mis dans ce dessin. Merci beaucoup Nicolas pour tous ces dessins. Merci Ziad, Richard et Fabrice d'avoir participé à Une semaine dans le monde ce soir. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, à retrouver aussi sur notre site internet, en podcast et sur nos réseaux sociaux. Restez sur France 24, on fait un point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.